Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule sur la parentalité responsable et le développement de l'enfant. Aujourd'hui, nous allons parler du soi ou du corps psychologique. Quand on dit je suis content, ce qu'on veut effectivement dire, c'est je est content. Le je, à quoi cette phrase-là fait référence, est le pendant psychologique de notre corps physique. On existe sur le plan physique, on a un corps, et on existe aussi sur le plan psychologique. On a un corps psychologique qu'on appelle le soi. Je vais expliquer ce que c'est dans cette capsule-là. Je vais montrer à quel point c'est important le développement de ce corps psychologique-là dans le développement de l'enfant. Et je vais pouvoir, de cette manière-là, illustrer plusieurs phénomènes aussi en lien soit avec l'enfant, soit avec la parentalité, la relation du parent et de l'enfant. Je suis très redevable pour cette capsule-là des travaux de Dr François Duménil, psychologue, qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là, à la fois du côté du développement normal, disons optimal du soi chez l'enfant et chez plus tard l'individu adulte, et aussi du côté du développement pathologique dans différentes situations. Cette série-là de capsules se concentre sur le développement normal, sain de l'enfant. Éventuellement, je pourrais parler de l'autre versant qui est le développement pathologique de ce corps psychologique qu'on appelle le soi. Pour essayer de mieux vous expliquer ce à quoi je fais référence quand je parle du soi, je vais vous donner l'exemple suivant. Un zèbre dans la savane, poursuivi par un lion, vit une montée de stress. Physiologiquement parlant, son corps le prépare, lui donne les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse s'enfuir et survivre à l'attaque. À un moment donné, le lion attrape quelqu'un, un autre zèbre, la chasse s'arrête, la course s'arrête, le zèbre revient au repos et se met de nouveau à brouter l'herbe. Dans cette séquence-là d'événements, le zèbre va vivre un stress intense qui va après ça retomber complètement et tant qu'il n'y a pas un autre lion ou un autre événement qui vient l'énerver, qui vient le stresser, ben, il va rester à s'occuper de brouter le plus possible d'herbe pour pouvoir manger le plus possible. Il n'y a pas à l'intérieur de lui quelqu'un ou quelque chose qui est menacé par le fait que les lions régulièrement viennent manger les zèbres. Il n'y a pas non plus quelqu'un à l'intérieur de lui qui est triste de sentir que son ami Roger, le zèbre, vient de se faire attaquer, vient de se faire attraper, il le connaissait depuis l'enfance, il avait fait des choses avec, etc. Il n'y a pas ce mouvement-là de déprime d'avoir perdu quelqu'un. Il n'y a pas non plus, évidemment, un moment où il se met à la place de Roger, ou même il s'imagine lui-même en train d'être attrapé par un lion, puis il se met à faire des cauchemars, de l'insomnie, de l'anxiété par rapport à ça. Il n'y a pas évidemment non plus un mouvement de, voyons comment ça que les lions vont toujours attaquer les zèbres, c'est pas normal, c'est pas juste, on devrait se regrouper, se révolter en tant que zèbre pour nos droits, etc. Il n'y a pas ça parce que le zèbre n'a pas de corps psychologique. Il n'y a pas de soi. Il n'a pas ce phénomène-là que nous, comme humains, on vit, qui est qu'on sent qu'on existe pas seulement dans notre corps humain physique, mais aussi comme être psychologique. On a des caractéristiques. On est sensible à des choses, on aime les affaires, on est attaché à l'image de quelqu'un, on se représente nous comment on veut défendre notre image, on a un honneur, une fierté, on peut se définir comme étant plus ou moins en colère, plus ou moins tourné vers les autres, plus ou moins sensible aux choses. On peut dire, par exemple, même quand on dit j'ai soif, alors qu'on fait référence à notre corps psychologique, ce qu'on veut dire aussi, c'est que notre corps, alors qu'on fait référence, pardon, à notre corps physique, ce qu'on veut dire aussi, c'est que notre corps psychologique, lui, est dans un état où il n'est pas bien, où on sent qu'il nous manque quelque chose, où il y a quelque chose qui est difficile pour nous. Donc ce phénomène-là, de sentir qu'on existe dans cette dimension-là, est particulière et unique aux êtres humains. C'est ce qui nous distingue en fait des autres animaux. Les autres animaux n'ont pas ça. Je vais y revenir dans d'autres exemples. Et je mentionne au passage aussi que je trouvais très intéressant dans le livre de M. Harari qui parle de l'histoire de l'humanité, dans son livre célèbre Sapiens, une brève histoire de l'humanité, où il décrit bien comment les humains, en étant capables d'abstraction, sont capables de construire des concepts qui vont les unir, qui vont leur permettre de fonctionner en grand groupe.
comme tout simplement l'argent, le dollar, ou comme un dieu, ou comme justement la déclaration des droits de l'homme, etc. Un peu comme dans l'exemple que je disais avant, jamais les zèbres vont se mettre à signer une déclaration du droit des zèbres, du fait de jamais être chassés, de mettre des règles, des trucs comme ça, etc. Ils vont pas être capables de s'unir entre eux, de s'organiser socialement pour faire face aux lions, même si ils sont quand même très forts, ils sont beaucoup plus nombreux, etc., etc. C'est pas possible pour eux parce qu'ils n'ont pas accès à l'abstraction. Et donc, cette capacité d'abstraction, cette capacité de voir les choses, de s'extraire de nous-mêmes et de les voir avec une distance, avec une perspective, nous permet aussi d'avoir le sentiment qu'on existe, de sentir qu'on existe et donc avoir ce besoin-là de développer, de défendre, de maintenir ce sentiment d'existence qu'on appelle, que François Duménil appelle le soi. Autre exemple qui démontre très clairement qu'on existe dans une autre dimension qu'uniquement la dimension objective physique, c'est celle où on parle en public. Imaginons par exemple que je doive monter sur une scène pour faire un tour, une prestation à mon chien que j'ai dressé pour cette occasion-là. Avant de rentrer sur scène, je vais vivre une montée de stress. Je vais vivre une bouffée de stress en montant sur scène, très probablement, moi évidemment d'y être très habitué. Je vais vivre aussi beaucoup de stress d'être là, que ça se passe bien, etc., etc. Alors que mon chien, et probablement en plus s'il est très habitué, lui, à part peut-être réagir un peu au bruit ou à des choses comme ça, sera tout à fait à l'aise. Je suis là avec lui, il me suit, on rentre sur scène, il fait les trucs qu'il fait d'habitude, etc. Et donc lui, il ne vivra pas cette montée-là de stress. Qu'est-ce qui cause ce stress-là? Si on regarde ça d'un point de vue objectif physique, il n'y a absolument aucun danger. Les gens devant moi sont à une certaine distance. De toute façon, je ne peux pas avoir peur qu'ils m'attaquent. Je ne suis pas devant une foule hostile, armée, etc., qui va vouloir venir s'en prendre à moi. Donc, objectivement, il n'y a absolument aucun danger. Je suis nourri, je vais dormir en sécurité quelque part le soir, il n'y a personne qui m'en veut, etc. Donc, pourquoi cette bouffée de stress à être là, à parler devant des gens? Eh bien, c'est parce que, d'un point de vue psychologique, du point de vue de notre corps psychologique, de notre soi, il y a un danger à ce qu'on soit perçu, défini d'une autre manière que ce que nous, on voudrait être. Donc, si par exemple, on a l'impression qu'on est bon, donc c'est une caractéristique de notre corps, de notre soi psychologique, et que finalement, non, on a mal dressé, mal fait, etc., les gens nous huent, mettons, si on prend un exemple extrême, ben là, on va devoir se réviser, on va devoir se dire, ah ben, finalement, je ne suis pas si bon que ça, finalement, il faut que j'arrête ça, il faut que je fasse autre chose, etc. Et donc, c'est une partie de notre identité, c'est une partie de notre sentiment d'existence qui va partir avec cet événement-là. Et on voit bien dans ce phénomène-là qu'à partir de là, il y a un danger pour, du point de vue psychologique, pour notre corps psychologique, il y a un danger de blessure, il y a un danger de dégradation. À l'inverse, évidemment, si tout le monde se met à applaudir, on fait une prestation magnifique et tout, ben là, on va réviser à la hausse notre estime, par exemple, notre confiance qu'on va être capable de faire quelque chose. Et donc, on va sentir qu'on est très bon là-dedans, on va sentir qu'on est capable de faire, qu'on est mieux que la dernière fois, qu'on est mieux que les deux autres qui sont passés avant, etc. Notre sentiment d'aide, notre sentiment d'existence, notre soi va gonfler, on va vivre un sentiment d'euphorie, à l'inverse du sentiment dépressif qu'on aurait vécu si ça s'était mal passé. Et donc, quand on est sous le regard, quand on est à produire quelque chose, à montrer quelque chose aux autres, même d'une certaine manière à nous-mêmes, quand on se regarde, notre soi est toujours en danger et il y a toujours une opportunité qui soit évaluée à la hausse, toujours une opportunité qui soit évaluée à la baisse. Et donc, le stress va venir à partir de là, en fonction, bon, évidemment, de notre niveau de confiance, d'habitude, de toutes sortes de facteurs qui vont jouer là autour, mais qui montrent bien qu'on ne peut pas uniquement considérer qu'il y a une situation physique, objective dans laquelle on vit, sinon on n'aurait pas ce stress, comme notre chien, alors que on vit, nous aussi, dans une dimension psychologique dans laquelle notre soi, notre sentiment d'existence peut être mis en cause, renforcé, diminué, etc. Notre chien, pour finir, enfin mon chien, si je continue dans cet exemple-là, si ça se passe bien, que tout le monde applaudit, à la limite, c'est peut-être là même qu'il va être stressé. Lui qui est du bruit, que les gens applaudissent, etc. Là, ça va être stressant pour lui. Jamais il va se dire après ça, ah, je suis bon comme chien, je vaux quelque chose, etc. Je suis capable de faire ça, etc. Il va jamais vivre ce sentiment-là d'euphorie que nous, on peut vivre, à sentir qu'on a bien performé, qu'on a été bien vu, qu'on est admiré, reconnu, etc., etc. Et donc, ça montre bien ce phénomène-là que j'appelle le soi, enfin que François Duménil appelle le soi, et qui est absolument primordial pour bien comprendre le fonctionnement de l'être humain et évidemment par extension le développement des enfants. Donc, pour reprendre l'exemple que j'ai donné en introduction, si je dis je suis bon aux échecs, ce que je veux dire en fait c'est je est bon aux échecs ou mon soi est bon aux échecs.
je suis mauvais en natation, mon soi, je, est mauvais en natation. À chaque fois qu'on utilise cette tournure de phrase, on fait référence implicitement à l'existence qu'on sent chez nous d'un je, d'un corps psychologique qui est le soi. On fait aussi, à l'intérieur de nous, exister le soi des autres personnes. Les autres autour de nous, les autres êtres humains, et même d'autres choses, on peut les humaniser, j'en parlerai éventuellement, mais pour le moment restons sur les êtres humains, on a l'impression qu'ils ont aussi une existence, et donc il y a un soi. Telle personne est bonne aux échecs, telle personne est sensible, telle personne n'aime pas ça, telle personne est ci et ça, etc. On a une estime, on a une évaluation de la valeur des autres, de la valeur personnelle pour nous, à quel point on est attaché, on a une image d'eux, etc. Tout ça fait référence à cette existence-là, chez chacun d'entre nous comme être humain, d'un soi, d'un corps psychologique qui nous permet d'exister, d'avoir ce sentiment-là d'exister. Alors, les enfants, eux, en naissant, n'ont pas ce sentiment-là. Ils n'ont pas cette construction-là psychologique. Vers environ un an et demi, on commence à voir apparaître chez eux le désir d'être quelqu'un, la quête du regard de l'autre. À partir de là, un axe primordial de leur développement va être d'être vu, qu'on les regarde, qu'ils soient en train de faire une activité, du sport, de se battre, qu'ils sont en train de regarder quelque chose qui les impressionne, ils veulent être vus, ils nous disent « regarde, j'ai fait un dessin, regarde, je fais tel truc, regarde, regarde papa, regarde, il y a ci, regarde, il y a ça ». Ce qu'ils veulent, c'est que voir, sentir dans nos yeux qu'ils existent et à partir de ce sentiment-là d'exister que nous on a envers eux, pouvoir se bâtir leur propre soi. Fondamentalement, une des principales fonctions du fait d'être parent, c'est de transmettre à l'enfant ce sentiment-là d'exister, ce soi que nous, on construit à partir de l'enfant qu'on a devant nous, comment il est, comment on le voit, et qui est transmis de cette manière-là au travers de la relation, au travers des interactions qu'on a avec lui, sur lequel l'enfant va pouvoir, lui, petit à petit, développer là ce sentiment d'exister. On pourrait dire d'une certaine manière, se connaître, réaliser qui il est, s'estimer, etc. Et donc, c'est une fonction qui est absolument primordiale dans le développement de l'être humain, qui est évidemment pas là chez les autres animaux et qui est primordiale dans le développement de l'être humain et qui va occuper le petit enfant jusque facilement à l'âge de 10-12 ans, âge à partir duquel petit à petit va pouvoir progressivement prendre le relais intérieurement de notre regard, de notre présence à lui pour petit à petit se signifier. Je vais y revenir éventuellement. Le besoin du développement du soi de l'enfant chez l'enfant est aussi primordial que le fait de pouvoir développer son corps physique, de pouvoir développer par exemple ses aptitudes physiques, de pouvoir bien manger pour pouvoir grandir, pour développer ses fonctions physiologiques, etc. Développer son soi est tout aussi important que ça. Et donc le rôle du parent dans l'éducation de l'enfant ne se limite pas à lui donner à manger, l'inscrire à l'école, lui payer des affaires. Il doit, pour que le développement de l'enfant soit optimal, il doit s'occuper du soi de l'enfant. Il doit le signifier, il doit l'aider petit à petit, progressivement à devenir quelqu'un. Cette pression-là à être quelqu'un, elle est vraiment absolument fondamentale, elle est primordiale chez les êtres humains. Le fait d'avoir un soi, le fait de vouloir défendre son intégrité, de vouloir de réagir quand, par exemple, quelqu'un dit du mal de nous, nous traite mal, a une image négative de nous-mêmes, le fait de, par exemple, pouvoir même se mettre en danger physiquement pour défendre notre fierté, une valeur, pour défendre quelqu'un, etc. C'est tous des exemples où le fait d'exister à ce niveau-là, d'exister dans cette dimension-là psychologique, d'avoir un corps psychologique, montre que c'est tout aussi important que d'avoir un corps physique. Comment faire pour que le développement de l'enfant se passe bien, pour que le développement du soi se passe bien? C'est ce qu'on va pouvoir voir dans les prochaines capsules. Contrairement à ce que j'ai pu entendre dans certaines vidéos sur Internet, l'enfant ne se développe pas tout seul. Même si le corps physique, lui, se développe tout seul, c'est-à-dire s'il est suffisamment nourri, évidemment, protégé des blessures, etc., il va avoir tendance à pousser, à se développer tout seul. Le soi de l'enfant, le corps psychologique, lui, va avoir besoin de la présence active du parent qui va le signifier, qui va constamment lui transmettre ce sentiment-là d'existence sur lequel il va pouvoir progressivement se développer.
Si cette phase-là, si ce processus-là ne se passe pas bien, si le sentiment d'existence de l'enfant ne se passe pas bien, ne se développe pas bien, là, à partir de là, il y a plusieurs trajectoires possibles qui peuvent mener à toutes sortes de problèmes d'équilibre de vie, de santé mentale à l'âge adulte. Je ne dirais pas lesquels plus précisément parce que ce serait trop long, mais c'est pour vous dire que c'est absolument primordial, c'est un axe de développement qui est vraiment primordial dans la parentalité, qui est celui de développer le soi de l'enfant. Et c'est pour ça que je fais cette série-là de capsules pour vraiment souligner, mettre en avant le fait que c'est principalement là qu'être parent est significatif et se différencie de, par exemple, être gardien et de se contenter de nourrir l'enfant, de l'amener à l'école, de lui payer des affaires, etc. Il y a un aspect relationnel qui est primordial dans le développement de l'enfant et qui concerne le développement de ce corps psychologique, de ce sentiment d'existence du soi. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Merci beaucoup d'avoir écouté. À la prochaine capsule.